Je vais vous faire un cours d'épistémologie, vous voyez. L'épistémologie, c'est l'histoire des sciences. Donc, c'est complexe parce que on est obligé, dans votre métier, dans le métier de la santé, de vous faire apprendre des choses par cœur. En particulier parce que vous passez ensuite des examens, des concours, etc. Et donc, on vous apprend à croire que ce qu'on vous enseigne, c'est la vérité. Bien sûr, c'est pas la vérité, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. Et donc, ça forme un peu votre esprit à avoir une pensée qui est finalement très simplifiée et qui oblige à penser que les méthodes ou les outils qu'on vous a enseignés sont la vérité ou la réalité. Et c'est pas vrai. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment la connaissance évolue. Pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous donne les trois livres de base de l'épistémologie du XXe siècle, qui sont très connus. Le premier, c'est Karl Popper. Donc, Karl Popper, il a inventé deux choses. Le premier, il dit toute l'évolution, beaucoup de l'étude de l'analyse de l'évolution des sciences a été basée sur la physique et l'astrophysique. Donc, qu'est-ce qui fait que Einstein a dit que ce que disait Newton n'était pas vrai? Qu'est-ce qui a fait que... Voilà, c'est comme ça que ces réflexions sont arrivées. Donc, Karl Popper dit, en réalité, à chaque fois qu'on a un outil nouveau, on voit une partie du monde qui est différente. Et donc, parce qu'on voit une partie du monde qui est différente, on est bien obligé de changer la théorie qui était basée sur les outils précédents. Et donc, bien sûr, vous voyez ça, et là, on a la chance, de ce point de vue-là, d'être dans une période extraordinaire, puisqu'il y a plein d'outils nouveaux au XXIe siècle, et donc le monde que nous découvrons, en particulier en microbiologie et en biologie, est en train de changer. La deuxième chose qu'il dit, et ce qui est vraiment très adéquat à notre situation, c'est moi je suis beaucoup qui ne pas là, et pourrait s'en servir pour son papier refusé, c'est que toute théorie scientifique est falsifiable, c'est-à-dire que vous pouvez toujours trouver un exemple d'une expérience qui contredit votre théorie. Si vous ne pouvez pas faire ça, s'il n'y a pas d'expérience qui puisse contredire votre théorie, alors c'est que ce que vous développez, c'est une religion et c'est plus une science. Donc si c'est une vérité absolue, ça a cessé d'être de la science, c'est une religion. Et il donne trois exemples à l'époque, il ira un peu à reculons parce que c'était Karl Popper à côté de moi, c'était une autre paire de manches. Donc il disait, en particulier dans les années 30, il disait, écoutez, ça s'applique au marxisme. Le marxiste à l'époque disait que le matérialisme dialectique était une science, c'était pas du tout une vision politique. Deuxièmement, la psychanalyse, et troisièmement, le darwinisme. Quand vous imaginez, quand dans les années 30, vous disiez qu'à la fois le communisme, la psychanalyse et le darwinisme n'étaient pas de la science, ça faisait un gros effet. Donc vous voyez que c'est pas moi le plus dur, le plus provocateur. Ensuite, il y a eu Thomas Kuhn, qui est arrivé un peu plus tard, et qui a dit le truc de Popper est vrai, mais pas entièrement. C'est la preuve qu'il y avait une approche scientifique, c'est que les choses qui étaient vraies, les choses qui n'étaient pas vraies. Et en particulier, il dit les débuts, et pendant même un certain temps, les débuts d'une révolution technique ne sont pas considérés comme étant susceptibles de changer la théorie. Et donc on peut vivre pendant des années avec, et vous savez bien qu'une des plus grandes bêtises qu'on dise en science, c'est l'exception confirme la règle. Ce qui est une phrase d'imbécile, c'est il y a toutes les exceptions mettent la règle au défi. La théorie est détruite par les exceptions. Mais il y a un temps pendant lequel les gens tolèrent des exceptions à la règle, et petit à petit, il faut faire ce qu'il appelle changer de paradigme, c'est-à-dire changer de modèle complètement, parce que le modèle ne peut plus expliquer le fait qu'il y ait tellement d'exceptions à ce modèle. D'accord ? Et donc c'est, attendez, les gens qui parlent de science disent souvent qu'il faut changer de paradigme. Le troisième, qui est à la fin du XXe siècle, c'est Paul Feyerabend qui dit que le dernier obstacle à la connaissance, vous voyez, donc il y a un obstacle technique à la connaissance, c'est ce que décrit très bien Popper,
il y a des obstacles intellectuels, c'est ce que décrit Popper, entre la religiosité de la science, on est en plein dedans, hein, la religiosité de la science d'une part, et d'autre part le conservatisme qui empêche de changer de théorie scientifique. Et lui dit, en réalité, le pire de tout, c'est la méthode. C'est-à-dire que le reste, vous pouvez l'envisager assez facilement. Le fait qu'on n'ait pas vu quelque chose avant d'avoir le microscope électronique, les gens peuvent l'entendre. Ce que ça signifie, ça a été l'objet de batailles terribles. Mais on peut entendre ça. Mais de dire que la méthode est fausse, et que donc la manière dont vous analysez les choses est fausse, ça c'est une vraie révolution. Donc, en réalité, la conclusion de Paul Feyerabend, c'est dans la science, tout est bon. Tout est intéressant. Donc, après, la hiérarchie de ce qui a été découvert, c'est le temps qu'il trie, parce qu'on ne sait pas le faire, en particulier au moment. Alors, il y a eu un travail très très intéressant qui a été fait dans cet esprit-là par Bruno Latour, qui était un anthropologue, qui a commencé d'ailleurs à faire son premier stage d'anthropologie à Lowestoft, en Afrique, et son métier c'était d'observer les chercheurs. D'accord ? Et donc il observait le comportement des chercheurs. Ensuite, il est allé en Californie, dans le laboratoire d'un type qui est devenu prix Nobel, qui était un Français qui avait émigré aux États-Unis. Il avait émigré aux États-Unis, c'est une anecdote qui est intéressante, parce qu'il avait échoué à l'internat de Dijon. Et donc, ayant échoué à l'internat, il ne pouvait pas faire de carrière hospitalo-universitaire en France. Et vous voyez comme quoi les concours sont idiots. Hein. Je vous rassure, le concours, je ne le dis pas par esprit de revanche. Hein. Ça veut dire quelque chose d'aussi bête qu'on passe un concours à 24 ans qu'on rate, et on vous élimine de toute la procédure, alors que le type est parti aux États-Unis, il a fini par avoir le prix Nobel. Il n'y avait pas beaucoup de prix Nobel français, mais enfin il y en a un qui a fait toute sa carrière aux États-Unis. Toujours est-il que Bruno Latour est dans son laboratoire et il décrit ce qui se passe, donc ce qu'est la vie sociale de la science. Et il décrit que pour faire passer un papier, il faut être copain un peu avec les gens de nature, un peu de science, que tout ça, c'est pas de la science comme vous imaginez. C'est pas juste, on envoie un très bon papier et quelqu'un le voit et le prend. Non, c'est une culture, la science. La manière de rédiger un article, c'est de la culture. Et donc, nous, on le voit, moi j'ai été pendant 8 ans rédacteur en chef du journal européen de maladies infectieuses, on voit que quand les Chinois ou les Indiens ou les Turcs nous envoyaient des papiers, ils n'ont pas la culture de l'écriture que nous avons, et donc leurs papiers sont insupportables au sens étymologique. Voilà. Y compris, avec Michel, on a cette expérience de papier qu'on a fait, qu'on a entièrement réécrit parce que les papiers étaient extrêmement intéressants, mais la forme de présentation n'était pas la même chose. On a eu la même chose avec les Russes. Les Russes, pendant une période, les Russes sont très, très spéculatifs et avaient une très très bonne formation intellectuelle dans les universités, mais ils n'avaient pas d'outils. Donc avec un résultat, ils vous faisaient un papier de 30 papiers, de 30 pages, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y avait une spéculation autour d'un simple résultat, qui est une autre culture, parce qu'ils n'avaient pas assez de résultats, parce que là, les Chinois, c'est l'inverse, ils ont 100 000 résultats, et ils ne commentent pas, ils jettent en vrac, et ils disent, tiens, regardez ce qu'on a fait. Vous voyez, donc ces cultures ont un effet absolument essentiel, et donc c'est ce que décrivait Latour, c'est la partie culturelle des laboratoires est un point extrêmement important dans la diffusion de la connaissance, et donc on peut diffuser sa connaissance que dans une culture et à travers une culture, et pas autrement. Et puis, malheureusement, alors ça c'était une grande déception chez Latour, c'est Latour, à un moment, s'est posé la question que vous voyez se présenter d'une manière très 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 pratique en ce moment dans l'épidémie de Covid, qui s'est posée aussi dans les questions sur le réchauffement de la planète, c'est est-ce que ce qui est plus important, ce sont les données réelles ou ce que ces données réelles risquent de faire penser pour quelque chose pour lequel on est concerné, pour lequel la société est concernée. Et c'est une des grandes questions de la santé publique, c'est est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'évidence ou qu'il y a des évidences contre quelque chose qui est un message de santé publique ou qui est un message populaire. Et c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce que... Et lui, Latour, conclut qu'entre les faits et les concerns, c'est-à-dire ce par quoi on est concerné, ce qui est prioritaire, c'est ce par quoi on est concerné, ce n'est pas les faits. D'accord ? Mais bien entendu, les scientifiques, eux, pensent au contraire. Ils pensent que les faits persistent au-delà des théories et au-delà des grandes priorités politiques ou de santé publique. Et c'est un vrai conflit.
c'est un conflit auquel vous venez d'assister et qui n'est pas fini. Qui peut amener éventuellement d'ailleurs à tripoter les données, là on a des exemples, je vous en donnerai, pour rester dans le concerne, ce par quoi on est concerné, au-delà de la constatation simple des faits. Alors, dans les réflexions sur la science, il y a une réflexion de Husserl qui est un phénoménologiste, hein, donc qui est quelqu'un qui met le phénomène avant tout. C'est pas le concerne, c'est le phénomène. Hein. Et le dernier livre de sa vie, c'est un peu difficile à lire, Husserl. Il a écrit ça, vous voyez, en 1934-35, la crise des sciences européennes et la phénoménologie. Et dedans, il écrit, voilà, les modèles mathématiques ne sont que les habits des idées. Les modèles mathématiques sont faits pour prouver qu'on a raison. Et c'est vrai. Moi, je travaille avec des mathématiciens depuis très longtemps. Je peux arriver à la conclusion que je veux. C'est une question de choisir le test, choisir la condition, choisir les populations testées. Et donc, il ne faut pas... La méthodologie n'est pas une science. La méthodologie est un outil au service de la science. Et cet outil est pervertible. Donc, si on essaie d'avoir une réflexion un peu calme, et intéressante d'ailleurs, si vous regardez les essais randomisés, qui ont été une des grandes discussions de ces derniers mois, si vous regardez, c'est une expérience pour vous montrer que, y compris la science et l'encyclopédie culturelle, si vous êtes capable de lire en anglais, sur une question chaude, regardez sur Wikipédia la version française et la version anglaise. C'est génial, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, vous voyez bien à un moment que ça doit vous amener à comprendre que ce qui est écrit là, qui est censé être une forme de réalité, n'est pas la même réalité en fonction des cultures. En fonction de la nôtre, celle des gens qui parlent anglais, on ne lit pas les mêmes choses. Alors c'est très intéressant. Et en particulier sur les essais randomisés, il y a quelque chose en français qui est banal, et quelque chose qui en anglais, c'est à peu près la moitié de l'article sur les essais randomisés et sur les inconvénients, ce qu'il y a contre les essais randomisés. Et donc il y a quelque chose qui est balancé en anglais, qui n'est pas du tout balancé en français. C'est intéressant. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, les gens qui ont réfléchi sur les stades de la thérapeutique, c'est à peu près tout le monde est d'accord sur un point, c'est que la première chose qui compte, c'est une anecdote. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui, par chance, voit qu'en donner quelque chose, à la fois les patients sont guéris. Ou la toxicité, c'est pareil, on donne des choses, on ne s'y attendait pas, c'est toxique. Donc cette anecdote, là, le case report, le premier cas, tout commence toujours par un. Donc c'est très embêtant parce que c'est une des tendances lourdes des publications actuelles, et de dire on peut avoir des grandes séries, et plus c'est gros, plus c'est beau, mais c'est pas vrai. Les choses importantes, elles commencent par un cas. Les autres, elles font que confirmer des choses qu'on connaît déjà. Donc le premier, le plus important, c'est l'anecdote. Un cas. À partir d'un cas, vous ne savez pas ce qu'un cas devient. Donc un cas, ça peut devenir très fréquent, ça peut rester un cas isolé, mais avant que ça commence, et avant que ça ait été identifié, vous ne savez pas. La deuxième chose, ce sont les séries observées. Donc vous avez un cas, et vous dites, tiens, je vais regarder dans cette série s'il y a plusieurs cas comme ça, ou s'il n'y a toujours qu'un cas. Et vous êtes toujours dans le domaine de la description, c'est descriptif, c'est observationnel. Et puis, le troisième point, s'il y a un élément de comparaison, s'il y a quelque chose à comparer entre deux stratégies, ou entre deux manières de faire le diagnostic, ou entre deux traitements, là, il est temps d'entrer dans un mode de comparaison. Alors, les comparaisons, elles peuvent être historiques. Alors, voilà, il y avait tuberculose, ça tuait, je ne sais pas, 40% des gens, 50% des gens. Maintenant, on les traite, regardez, il y a plus de 5% des gens qui meurent. Il y a une différence par rapport à la donnée historique. Et on s'est contenté de ça pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité. Ensuite, elles peuvent être géographiques. C'est-à-dire que, écoutez, nous, à Marseille, on fait ça. À Paris, ils font ça. Il y a une différence de mortalité assez significative, d'ailleurs. Donc, c'est comparatif. Et puis, donc, c'est des données comparatives. Après, il y a des manières de sophistiquer les données comparatives qui est, on dit, mais vous ne parlez pas à la même chose, donc il y a des méthodes d'ajustement.
Et à partir du moment où vous ajustez, vous commencez à tricher. Et bien sûr, parce que les gens n'ont pas nécessairement le même âge, le même sexe ratio, le même degré de gravité, et donc vous ne comparez pas nécessairement des choses qui sont très comparables. Donc la comparaison, ça ne marche que pour des choses grossières. Si vous cherchez des comparaisons qui vous montrent des différences de 1 ou de 1,5%, vous êtes sorti du monde de la réalité, en réalité, puisqu'il y a une telle différence de management dans les couples médecins-malades de l'un à l'autre que c'est 15% des patients qui ne prennent pas du tout leurs médicaments. Enfin, vous le savez tous, il n'y a aucun de vous n'a entièrement pris l'ordonnance qu'on lui a prescrit. C'est pas vrai. Si vous me dites oui, je ne vous crois pas. Je vous classe définitivement dans les menteurs. C'est pas vrai. Si on vous a fait une ordonnance pour une angine, c'est pas vrai que vous avez pris de l'ordonnance. C'est pas vrai. Donc, vous pouvez toujours écrire ça dans les articles randomisés. Dans les articles de trucs randomisés, c'est juste pas vrai. C'est-à-dire que ces limites-là, en réalité, elles limitent la variabilité des médecins et la variabilité des malades. Et donc, vous n'êtes pas capable de déterminer qu'il y a quelque chose qui est 1% supérieur à quelque chose d'autre. Ce qui est le but des immenses études randomisées, c'est de démontrer qu'il y a des différences là où, en fait, il n'y en a pas dans la pratique. Et donc, c'est les études randomisées qui sont devenues le sel de la terre, simplement, mon point de vue, parce que ça occupe beaucoup de personnes, c'est généralement payé par l'industrie, donc il n'y a pas de travail à faire. Et les gens ont l'illusion de faire de la recherche parce qu'ils incluent 1, 2 ou 3 malades, quelqu'un écrit l'article à leur place et ils ont une publication qui leur fait penser qu'ils ont fait de la recherche. Et ce qu'ils ont fait, c'est recruter les malades. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de gens qui sont capables de faire ça que le reste. Alors comment on approche la science? Quelles sont les choses qui permettent la découverte? Il y a trois manières de le faire. Il y a un terme qui n'est pas très employé en France, mais qui est un point très important, c'est l'abduction, c'est-à-dire que c'est la découverte par hasard. Donc, mais la découverte par hasard, elle n'est pas entièrement faite par hasard. C'est ce que j'appelle, il y a les bons pêcheurs et les mauvais pêcheurs. Donc il y a les gens, Pasteur dit ça autrement, il dit la chance sourit à ceux qui sont préparés, c'est-à-dire qu'il faut préparer son intellect à être capable de découvrir des choses. Nous, on a des rites comme ça, on dit va fouiller dans la poubelle. C'est-à-dire que quand vous avez fini l'analyse, tout ce qui était reconnu dans l'analyse, finalement c'est banal, c'est ce qui n'est pas reconnu dans l'analyse qui est le plus important. C'est ce que nous on met à la poubelle. Et donc ce qu'on met comme poubelle avec les méthodes actuelles est inouï. C'est-à-dire aussi bien la génomique, on met 30% de ce qu'on a séquencé à la poubelle parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Quand vous regardez les protéines, c'est jusqu'à 60% des peptides que vous trouvez que vous foutez à la poubelle. Quand on regarde les ARN, c'est encore pire. Ça veut dire que vous avez probablement la moitié du monde analysé qui se retrouve dans des poubelles qui ne sont pas analysées. Alors, parce qu'on ne sait pas les analyser. Donc c'est ça qui est le plus important. Je me rappelle, j'avais raconté ça à une jeune chercheuse qui est arrivée chez nous, qui est celle des NU, et je lui ai dit la première chose, fouille dans la poubelle, et en regardant dans la poubelle, elle a trouvé qu'il y avait une séquence qui était la plus répétée de toutes. Et cette séquence, elle avait découvert le premier élément transposable des grands virus. Dans la poubelle. Donc c'est un élément très important, c'est comment on découvre, et nous on a toute une stratégie, des nouveaux outils, puisqu'on a des nouveaux outils, on va voir des choses que les autres n'ont pas vues, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc d'aller pêcher complètement à l'inverse de ce que tout le monde pense. Alors ça, c'est une bonne manière de faire, c'est plus hasardeux. Après, ça irrite les gens qu'on dise, écoutez, puisque vous dites ça et que tout le monde est d'accord, on va aller faire l'inverse pour voir si c'est finalement, puisque plus personne regarde, quand il y a un consensus sur quelque chose, plus personne ne regarde l'inverse. Donc ça vaut le coup d'aller regarder l'inverse, parce que là, il y a beaucoup à trouver, puisqu'il n'y a plus personne qui cherche. Voilà, ça c'est l'abduction. L'induction, c'est j'ai une hypothèse, et cette hypothèse, je mets en place les outils qui me permettent de confirmer cette hypothèse. C'est beaucoup de la physiopathologie, par exemple, ou de l'analyse du métabolisme a été basée sur de la recherche qui est de l'induction. Et la déduction, c'est de la corrélation entre données. Vous voyez, donc je vois ça, je vois ça, je vois ça, tout ça est corrélé, et donc je déduis que c'est ça qui fait ça. Voilà. C'est les trois modes de pensée de la création scientifique. Alors, pour vous remettre dans quelque chose qui est réel, on a fait un énorme travail ici. Il y a 300 médecins, étudiants en médecine, pharmaciens, internes en pharmacie, internes en médecine, qui nous ont permis de faire 3700, de collecter 3700, c'est un travail de fou. Il y a des gens qui sont venus du privé pendant qu'ils étaient confinés. Il y a des étudiants qui sont venus alors qu'ils n'avaient plus le droit d'aller à l'hôpital. Enfin, on a fait un truc, des données qui sont absolument hallucinantes.
Et il fallait le faire parce qu'on ne connaissait pas ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, qui nous explique, si vous voulez, ce qu'on a trouvé, et puis deuxièmement, ce qui étaient les éléments clés qui permettent de réfléchir à la prise en charge, à la thérapeutique, peut-être à la vaccination. Donc vous voyez que l'infection commence, le contact avec le virus est ici, ouais. Et donc il y a une période, il y a une réflexion à avoir sur la prophylaxie. Est-ce qu'on fait quelque chose avant? Parce qu'il y a un débat là qui est encore... L'Inde fait ça à tir-larigot, il y a un papier dont je vous reparlerai qui dit aux États-Unis ça ne marche pas, donc c'est un grand conflit. L'hydroxychloroquine a soulevé un truc qui est encore plus important que le fait que la Terre tourne ou pas pendant la Renaissance. Hein. Je ne peux pas me prendre pour Galilée, mais c'est ce niveau de folie. Ensuite, il y a le traitement préventif qui se trouve entre l'incubation et la maladie. Là, l'incubation dure 5-7 jours. Bien, si on donne des médicaments là, est-ce qu'on empêche la maladie? Et puis ensuite, il y a quelque chose qui commence, qui n'est pas qu'on a redécouvert, mais on savait ça. Les maladies virales, elles commencent avec la faute du virus, elles continuent avec la faute de l'hôte. D'accord? Donc si vous voulez traiter une maladie virale, c'est tout début. Vous avez une fenêtre qui fait 48 heures, 72 heures pour le traiter. Et après, ça ne marche plus, parce que c'est la réponse de l'hôte qui compte. Et donc, depuis tout temps, une infection virale, on a dit, attendez, il faut donner les antiviraux, et après, le modulateur de l'immunité qui a le plus été employé depuis 60 ans, c'est les corticoïdes. D'accord? Donc, si vous regardez le zona, qui est une recrudescence d'une maladie aiguë, si vous voulez traiter un zona, vous avez 48 heures. Après, les antiviraux ne servent plus à rien, et vous donnez de la corticothérapie pour empêcher les complications. D'accord? Donc, c'est le modèle général. Si la grippe, le médicament est vendu par Gilead aussi, hein, et le traitement, ça marche pendant les 48 premières heures ou en prophylaxie. Une fois que c'est parti, c'est plus le problème, c'est le problème de la réponse de l'autre. Et nous, c'est ce qu'on voit aussi, c'est-à-dire que si vous regardez, vous avez le virus ici, voyez, et puis le virus disparaît, et dans la phase 3 et en réanimation, assez souvent, on n'a plus de virus du tout. Donc, l'idée de mettre des antiviraux à ce stade-là n'a pas de sens quand on connaît la maladie. D'accord ? En revanche, quand il y a une phase intermédiaire, donc cette phase-là, il y a une phase intermédiaire dans laquelle l'élément essentiel est la réponse immunitaire violente, extrêmement violente, dans un certain cas, heureusement pas dans tous, qui va entraîner des modifications hématologiques majeures, lymphopénie, néosinopénie, il n'y a plus des éosinophiles, il y a une hyperleucocytose, et puis plein de marqueurs, en particulier des dimères qui vont entraîner des troubles qui vont être associés avec les troubles de coagulation. Et donc là se pose la question, à ce stade-là, est-ce qu'il faut donner des modulateurs de l'immunité, sachant que certains modulateurs de l'immunité sont les mêmes que ceux qui ont une activité antivirale, comme l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui ont tous les deux une activité modulatrice et une activité antivirale. Je ne vous demande pas de croire ça ou pas, c'est le temps qui triera. La vérité, on ne la voit pas au jour le jour. Et puis le dernier stade, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors là, écoutez, il n'y a plus rien, ni de mon point de vue, et de ce que j'ai vu, et de discussions que j'ai avec les réanimateurs, il n'y a plus rien qui compte, ni l'immunologie, ni le virus. C'est une question lésionnelle. Il y a des lésions pulmonaires massives, et donc ce qui compte, c'est la qualité de l'air. Vous voyez bien que quand on fait de l'oxygénation par circulation extracorporelle, la question, c'est plus l'immunité. La question, c'est de les tenir vivants le temps qu'ils récupèrent et que les lésions se cicatrisent. Voilà. Et donc, il y a 3 stades. Un stade viral, un stade immunitaire qui se croise, hein, bien sûr, et puis du stade immunitaire, on passe au stade lésionnel. Au stade lésionnel, c'est le travail des réanimateurs, c'est plus un travail de médicaments, c'est un travail de réanimateurs. Donc, il y a vraiment des étapes très distinctes qui permettent de comprendre qu'ensuite, quand on fait des stratégies thérapeutiques en mélangeant tout ça, vous finissez par avoir ce que vous voyez dans la littérature, c'est-à-dire il y a des séries où il y a 10% de morts, il y a des séries où il y a 30% de morts. Mais comment c'est possible? Donc comment c'est possible d'avoir une telle variabilité? C'est parce que les malades ne sont pas cadrés. On ne sait pas où ils en sont, ils ne sont pas cadrés. Donc si vous ne les cadrez pas, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir. Donc dans cette espèce de tempête, Mathieu, par exemple, a fait une évaluation pour analyser les biais. On était surpris parce que nous, on avait fait un premier travail où on voyait une différence avec l'hydroxychloroquine en mesurant quelque chose qui est tangible, qui est
La charge virale, se mesure ça. On dit, voilà, il y avait tant de virus, pof, 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 ça diminue. Ça. Le problème, c'est que dans la plupart des études, les gens ne font pas du tout. Vous verrez, même c'est un point qui est extraordinaire, ils ne font pas le b.a.-ba de ce que nous, on connaît en microbiologie ou en virologie, qui est de mesurer les microbes. Ces microbes s'en vont au stade où c'est les microbes qui sont dangereux. Ça marche, ces microbes s'en vont pas, c'est que ça marche pas. Et donc, on a comparé ces éléments et on a regardé plusieurs éléments qui permettaient de comprendre pourquoi on avait une hétérogénéité de réponse. Alors, ce qui est grisé, c'est les études randomisées, donc hydroxychloroquine versus placebo. Vous voyez, il y en a 4, il y en a 3 qui sont en faveur de l'hydroxychloroquine, c'est quand c'est vert. Après, vous avez, quand c'est vert, c'est la première partie, et c'est clinical data, c'est les médecins qui ont collecté les données et qui ont vu les malades. La deuxième partie en rouge, c'est big data, c'est-à-dire que ces gens qui n'ont pas vu les malades, ils ont analysé le PMSI, d'accord, ou l'équivalent. Ils ont pris une donnée, ils n'ont pas vu un malade, et ils ont bidouillé ça, ils ont mis des mathématiques là-dedans, des modèles, et ils sont arrivés à des conclusions. La deuxième colonne, c'est est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Pas de conflits d'intérêts. Et donc, vous voyez, les conflits d'intérêts sont tous regroupés pratiquement avec les big data, et puis les conflits d'intérêts, essentiellement, c'est Gilead. Et donc, c'est significatif, hein, la différence est significative dans le résultat, pro ou contre. Ensuite, pro ou contre, c'est l'hydroxychloroquine marche ou ne marche pas. Et ensuite, parce que les big data n'ont pas ces données de manière précise, vous avez le traitement qui est détaillé, c'est ce que prennent les gens, la posologie, je vais en parler, la durée du traitement, soit vous ne l'avez pas. Et quand vous ne l'avez pas, bien sûr, c'est cohérent avec les big data, et donc les conclusions, bien sûr, la nature des conclusions est une nature des conclusions différente. Ça vient d'être publié. Ça. Et si vous le regardez, là, c'est une méta-analyse, c'est là où Mathieu Vignon est particulièrement doué, et il fait payer tous les 3 ans un nouveau programme qui coûte extrêmement cher pour pouvoir faire ces analyses, mais enfin, il les rentabilise. Hein. Et vous voyez, vous retrouvez ici, ça, en haut, vous avez toute la partie qui est faite clinicale, et donc vous avez la somme des méta-analyses qui est faite clinicale, qui est tout à gauche, et puis vous avez à droite tout ce qui a été fait par les big data, qui est tout à droite. C'est spectaculaire. Donc il y a un biais là qui est spectaculaire. Alors il y a une de ces études qui a été, celle-là, celle-là, elle a été tellement fantasque qu'elle a été rétractée depuis. On l'a laissée dans notre analyse, on a fait l'analyse avec. Mais vous voyez bien qu'elle était profondément anormale par rapport au reste. D'accord ? Donc on sait que c'est pas vrai. Donc, on savait que c'était pas vrai parce que quand on fait des big data, on peut faire des erreurs énormes. Hein. Ils avaient rapporté qu'ils avaient ça dans tous les hôpitaux, ils mettaient par pays, par continent qu'ils avaient trouvé. Et donc, dans l'Australie, qui constitue un continent à part, il y avait plus de morts dans leur étude que ce qu'il y a eu de morts dans toute l'Australie. Alors, c'est quand même assez gigantesque. Donc, les gens ont fini par se rendre compte un peu tous de ça, il y a eu des protestations, et le papier a été rétracté. C'est intéressant parce que, vous voyez, dans une période dans laquelle, vous voyez, le concern est devenu plus important que les data, si vous regardiez les gens qui ont fait ça, ces 4 zozos, dont la directrice était une fille qui était une porn star, qui posait toute nue sur les réseaux Internet, et donc vous avez 4 zozos et une porn star qui ont réussi à faire un papier dans le New England Journal of Medicine et un dans le Lancet, en rapportant des dizaines de milliers de cas, et personne ne s'est dit, mais qui c'est ces gens? Il n'y avait même pas la liste des hôpitaux, il n'y avait pas les comités éthiques. Vous voyez, quand vous êtes tellement emballé par le résultat, vous perdez la lucidité d'analyse des données. Les données priment le résultat, même si elles vous déplaisent, les données doivent être exhaustives. Parce que les données, 10 ans après, moi j'ai toujours pensé ça, au fur et à mesure que le temps passe, les chances que ça se passe vont se réduire, mais moi j'ai toujours pensé, je veux pouvoir regarder ce que j'ai écrit 10 ans avant et être d'accord avec. Je n'ai pas triché, ça va, je ne vais pas commencer maintenant. Hein. Mais c'est bien entendu, c'est pour ça qu'on fait de la science. Donc ça, c'est Philippe qui a fait une analyse de Redemsivir, toutes les publications de Redemsivir qui ont été publiées sont toutes étonnantes. Hein. Donc le premier, vous voyez que nous, on nous a beaucoup reproché, on avait fait un groupe contrôle, hein, on a fait un groupe comparatif, mais le premier papier, Case Report dedans, sans groupe contrôle publié dans New England Journal of Medicine, dedans, ils disent, on fait des perfusions de 10 jours hein, pour le Redemsivir. Et il y avait 8 malades qui étaient perdus de vue, ils sont partis en perfusion, ils n'ont pas eu donné.
Et il y avait 22 malades sur les 62 dont ils n'avaient pas le résultat du devenir, mais dedans, il y en avait la moitié qui était en réanimation, éventuellement, même sous ECMO. Donc, publier ça dans le New England, sans groupe comparatif, sans rien, en disant c'est très bon, c'est 67% meilleur que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de groupe comparatif, ni rien du tout. C'est publié en New England, meilleur journal du monde. Ensuite, vous avez un essai clinique qui a été présenté par Fauci sur le Remdesivir. Donc, le premier essai clinique qu'ils ont fait, ils ont dit, bien entendu, ce qu'on veut dedans, c'est qu'il y ait une différence sur la mortalité. Donc, il y a moins de morts. Et puis, moins de gens qui passent en réanimation. Et au milieu de l'essai, ils changent les objectifs prioritaires pour mettre, ah ben non, on va mettre la durée d'hospitalisation. Donc, au milieu du champ, théoriquement, pour les méthodologistes, moi je ne suis pas un méthodologiste, donc je m'en fiche, mais enfin, pour les méthodologistes, de changer d'objectif au milieu de l'étude, c'est un truc, théoriquement, on ne peut pas faire. Hein. On ne doit pas faire des modifications après observation des objectifs, c'est tricher. Donc, on peut dire après, écoutez, non, on n'avait pas ça, mais voilà ce qu'on a constaté par ailleurs, qui n'était pas nos objectifs. Mais ils n'ont pas fait ça. Ensuite, ils ont fait un article. Alors, l'article qui a été publié dans le New England est extrêmement étrange quand on regarde les supplémentaires. Il faut toujours regarder les supplémentaires data, parce que quand vous les regardez, vous vous rendez compte que c'est très hétérogène et que la seule partie où ça marche, c'est la partie où on sépare. Dès qu'ils sont vraiment malades, en réalité, ça marche pas. Alors, dès qu'ils commencent à avoir de l'oxygénothérapie, ça marche pas. Il n'y a pas de différence entre les groupes. Donc c'est très spectaculaire. Hein, après, la communication autour de ça n'a rien à voir avec la réalité. Ensuite, ça c'est un des trucs qui est mignon comme tout, c'est dans l'essai clinique, ils ont fait un essai clinique, parce que quand même, si vous dites ce truc, c'est pour les gens qui vont plutôt pas mal et qui n'ont pas besoin d'oxygène. Mais il faut leur faire 10 jours de perfusion. Alors, c'est un peu difficile, parce que les gens qui sont à la maison ont 10 jours de perfusion pour un truc qui n'est pas très grave, dont la mortalité doit être de 1%, et quand on est à ce stade-là, ça va être un peu compliqué. Donc ils ont dit, mais écoutez, maintenant on a fait une sous-analyse, un autre papier en England, où on compare 5 jours et 10 jours. Et donc on dit 5 jours et 10 jours, c'est pareil. Et ils regardent, ils disent, voilà, quels sont les effets secondaires. Et dans les effets secondaires, ils font un truc que je n'avais jamais vu. Pourtant, je regarde beaucoup les effets secondaires. Ils comparent le placebo au Remdesivir et ils mélangent tous les effets secondaires. Et donc ils mélangent l'insuffisance rénale. On sait que le Remdesivir, ça donne des insuffisances rénales. Et donc, ils mettent comme effet secondaire l'insuffisance rénale en même temps que la constipation et la nausée. Donc, quand vous allez mélanger la constipation, la nausée et l'insuffisance rénale, il n'y a pas de différence significative. Et si vous regardez juste l'insuffisance rénale, il y a des différences significatives, bien sûr, parce qu'il y a un groupe où il y a des insuffisances rénales, un groupe où il n'y en a pas. Vous pouvez le regarder, hein, c'est sur l'article, c'est extraordinaire. Alors, on ne sait pas comment ça peut être publié, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis, ils ont publié aussi un truc de surgisphère extraordinaire, qui disait que, ce qui est une question, nous, à laquelle on n'a pas réussi à répondre, qui est l'hypertension est un facteur défavorable dans cette maladie, et on n'arrive pas à savoir si c'est les antihypertenseurs ou l'hypertension. Et c'est pas neutre parce que les inhibiteurs, les canaux-calciques, les ACE sont la cible du virus. Donc si vous modifiez ça, ça peut jouer sur le virus en positif ou en négatif, et nous on n'arrive pas à discerner, vous voyez, si c'est l'hypertension, les bêta-bloquants ou les ACE qui font la différence, qui font que c'est plus sévère. Et donc dans ce papier, qui est pareil, qui est un papier, c'est Marx Brothers font de la science, hein, c'est un papier qui donnait rien du tout, c'est eux qui disaient, alors ce qui n'est pas possible non plus, on a 180 hôpitaux français et ils mettaient l'origine ethnique de tous les patients, y compris en France. Mais en France, on n'a pas le droit de noter. Vous savez, c'est illégal de marquer l'origine ethnique de quelqu'un sur un dossier. Donc, c'est pas possible qu'ils aient eu accès à ces données, parce que c'est illégal. En plus, les hispano-américains, pas beaucoup. Toujours est-il que ce papier a été rétracté aussi, je vous rassure. Mais c'est très intéressant de voir qu'il n'est plus à être publié. Ouais. Enfin, la dernière étude sur l'hydroxychloroquine, c'est très intéressant. Donc, c'est des gens qui téléphonent en disant « Écoutez, j'ai été un... » C'est ça, la méthode d'inclusion, c'est-à-dire, vous voyez jusqu'où le concerne, c'est le fait d'être sûr qu'on a raison peut aller. Hein. C'est, écoutez, donc, l'étude, c'est, les gens téléphonent, écoutez, je connais quelqu'un qui a le Covid. Alors, soit famille, soit au travail, soit j'étais à la poste, c'est quelqu'un qui avait le Covid. Non, très bien, vous êtes inclus. Un petit ressort, et on le téléphone, il prend ou il ne prend pas. L'hydroxychloroquine, alors ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après avoir été ou non exposé. Et après, on l'interroge pour savoir ce qu'il a eu. Et
on ne lui pose pas la seule question qui soit prédictive, était une infection par le Covid, qui est l'anosmie et l'agosie. Ça, c'est très, ça marche très très bien. Ça. Si vous ne savez pas, vous avez le Covid, souvenez-vous, si pendant quelques jours vous n'avez plus senti aucune odeur, vous avez le Covid. Ça marche absolument bien. On a validé, ça marche du feu, 65% de valeur prédictive positive. Ils ne leur posent pas la question, ils leur disent est-ce que vous avez été malade, et tout, c'est la fièvre, une saison pareille. Donc, et en tout, pour une étude publiée dans le New England, dans le Journal of Medicine, ils ont fait 20 essais. D'accord. C'est extraordinaire. Donc après, il y a les conclusions de ça. Alors ils disent qu'il n'y a pas de différence. C'est sûr, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on ne sait pas qui on inclut, on ne sait pas ce qu'ils ont après. Ça sort à New England, c'est incroyable. On voit quand nous, comment on s'empoisonne pour faire des articles. Donc ça, c'est leur truc. Et même en bidouillant les choses autant qu'ils peuvent, on voit quand même qu'en fonction de la date de traitement, de la prise du traitement par rapport au jour d'exposition, vous avez des résultats qui sont radicalement différents, mais c'est toujours dans les supplementary méthodes. Là, c'est la dernière truc. Alors, dans les clowneries, ça c'est le dernier qui est sorti, c'est Recovery. Alors, ça atteint aussi, c'est assez intéressant. Alors ça, c'est le grand étude anglaise qui compare dans ses branches, hydroxychloroquine, l'azithromycine, séparés, on les a fait ensemble, séparés. Ils n'ont pas fait le Remdesivir parce que le Remdesivir, c'était pas possible de toute manière de le faire parce qu'il n'y en avait pas en Europe. Donc depuis le début, c'est une fantaisie le truc de Remdesivir. Même l'essai Discovery chez nous, il n'y en a pas en Europe. On ne peut pas les prendre. De toute manière, le temps que les essais soient finis, il n'y a plus de malade non plus. Donc ni le malade, ni le médicament. Donc c'est quand même. Vous voyez que je vais vous expliquer pourquoi à la fin, mais vous voyez que c'est spécial. Et donc, l'hydroxychloroquine, pendant qu'ici on dit c'est un désastre, l'hydroxychloroquine, ça va tuer tout le monde, nous on donnait 600 mg par jour. On a publié ça, on a été les premiers à publier une posologie. Donc en France, dans l'essai Discovery, ils ont dit nous on va donner 400 mg. Voilà, 400 mg, c'est dangereux. Et eux, ils ont donné 2,4 grammes, c'est-à-dire 4 fois notre dose. D'accord ? Marquez, tout ça, c'est des trucs. Comment ils ont donné 4 fois leur dose ? Alors ça, c'est un truc, 4 fois la dose, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas pourquoi. C'est arrivé à un point extrêmement... Et là non plus, ils n'ont pas de diagnostic. Donc ils incluent les gens, c'est le docteur pense qu'il a Covid-19. Qu'il ait un test ou pas, soit cliniquement, radiologiquement, il décide qu'il a Covid-19. Donc s'il a Covid-19, il inclut. Et s'il inclut, il inclut, et puis voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de... On verra combien de tests ont été faits, j'en sais rien. Mais globalement, j'ai lu, je lis ma taille et méthode, c'est intéressant quand on a comme ça des vraies confrontations, on est bien obligé d'aller regarder les choses en détail. Hein. Donc c'est intéressant, et ils en sont à un point où les Indiens, donc l'association, ça c'est un truc qui est désigné par un prof d'Oxford, hein, et les Indiens ont écrit à l'OMS pour leur dire les types d'Oxford sont fous, on ne donne jamais des doses comme ça. Donc vous voyez le retournement de la connaissance qui part à l'Est complètement, où c'est les Indiens qui sont obligés de dire à ce qui était le cœur de la connaissance de l'Europe, Oxford, qui sont obligés de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas un peu fous là. Et quand le type a été interviewé par le François, il faut que vous lisiez ça, c'est extraordinaire, il a dit, mais on a pris la dose que l'on prend pour traiter les amibiades. Mais on n'a jamais traité les amibiades avec l'hydroxychloroquine. Donc c'est pas du tout le type qui a dirigé, il ne sait pas du tout de quoi il parle. Donc, c'est un truc extravagant. C'est extraordinaire. Là, dans ces niveaux de tension, on voit que la science est un objet social et n'est plus un objet basé sur des données rigoureuses et comparables, et qui resteront. Et donc, pour finir, je vais vous dire, la raison de ça, c'est Jean Baudrillard. Il faut que vous lisiez ça, si vous pouvez. C'est un livre extraordinaire qui s'appelle Simulacre et Simulation, qui date en réalité de la fin des années 70, dans lequel, parmi les choses qu'il raconte, il dit que le monde évolue vers un monde digital qu'il appelle l'hyper-réalité, qui au début est une distorsion de la réalité, qui à la fin devient un monde complètement indépendant. C'est un monde qui n'a plus rien à voir avec la réalité physico-chimique, du tout. Et vous croyez que j'exagère ? Pas du tout, c'est ce que vous êtes en train de voir, vous voyez ce que vous avez vu avec Surgisphère. En réalité, il n'y a rien derrière, du tout, et c'est on a un autre exemple qui est extraordinaire, c'est un restaurant londonien encore, qui s'appelle The Shed à Dulwich, et c'est des jeunes, 4 jeunes qui ont voulu faire une farce, parce qu'ils étaient employés pour cliquer sur TripAdvisor, pour dire du bien des restaurants. Alors, TripAdvisor, c'est pareil aussi, c'est un peu suspect, hein, on ne sait pas comment on fait. Et il décide de créer un restaurant. Ce restaurant, il a un répondeur téléphonique qui dit, écoutez, on ne prend de trucs que sur réservation, le restaurant est plein.
Donc personne ne va jamais dans ce restaurant. Mais il multiplie les données et au bout de 6 mois, c'était le numéro 1 de tous les restaurants de Londres. Donc si vous pensez que Baudrillard c'est des spéculations intellectuelles, imaginez, il a écrit ça en 78. Si vous imaginez que c'est purement, il faut penser, parce que ça se passe à la fin. Donc si vous imaginez que c'est des pures spéculations intellectuelles, et imaginez-vous que si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à faire sur Zichfer, qui fait quand même un papier dans New England, un papier dans Lancet, qui fait rêver 99,9% de l'ensemble des gens qui font de la recherche médicale, en un mois, avec des données qui n'existent pas. Et donc c'est le monde dans lequel on vit, et donc vous n'avez pas fini de vous amuser. Voilà.